Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de la grande team. Merci d'être aussi nombreux. Merci pour tous vos messages qui nous vont droit au cœur. Et merci à Ballot de nous avoir rejoints sur le plateau. Ouais, je vous en prie, Tia, et c'est un honneur d'être avec vous, comme d'habitude. C'est même pas un plaisir, c'est un honneur. Oh, il est gentil, monsieur Ballot, il est gentil. Allez, on va parler. Il y aura l'interview, de Patrice Baumel, qui s'est exprimé depuis Bruxelles, en Belgique. Et puis on va parler aussi de la finale NBA. On va parler des Lakers, plus précisément, qui y sont presque. Mais rien n'est fait encore. Non, on vous explique ça dans un instant. Mais pour l'instant, le rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. Et on commence avec du golf. L'Espagnol Sergio Garcia s'est imposé sur le fil au Sanderson Farms Championship. Cyclisme, l'Italien Filippo Ganna a réussi une formidable première semaine ce mercredi lors de la 5e étape du Tour d'Italie. Basketball, Charles-Noé Abouo vient de démarrer une nouvelle aventure en Pro A avec le Portel. Il a inscrit 6 points, gratté 3 rebonds et offert une passe décisive en 23 minutes de présence sur le parquet. Et puis en football, la justice allemande a perquisitionné mercredi les locaux de la fédération allemande ainsi que les domiciles de plusieurs actuels et anciens responsables. Ils sont accusés d'avoir sciemment mal déclaré au fisc des revenus publicitaires des années 2014 et 2015 pour éviter à la fédération de payer plus de 3 milliards de francs CFA d'impôts. Un international espoir U23 du nom d'Edgar Daqua, Kofi Sébastien, se rapproche du Sporting Club de Gagnoa. Et enfin, Issia Ouazi a repris du service le lundi dernier à Trècheville avec 24 joueurs sous la houlette de leur nouveau coach, Oussou Israël. Voilà, allez, eh bien on va poursuivre avec du football. Et avant d'affronter la Belgique, ce jeudi, Patrice Baumel a fait l'état des lieux par rapport à son groupe. Il s'est exprimé dans une interview accordée à FIF TV. Eh bien, nous vous la proposons. Une grande joie de pouvoir à nouveau sentir la pelouse et puis retrouver les joueurs, le staff, tout le contingent de la Fédération ivoirienne de football. On a attendu ça. Je rêvais de venir en Côte d'Ivoire. Il y a eu cette petite frustration de quelques mois, mais je suis enfin très heureux de pouvoir à nouveau sentir les pelouses. Je dirais tout simplement leur performance dans leur club. Le fait d'avoir cette pandémie qui nous a privés des terrains pendant plusieurs mois, nous n'avons pas dormi avec le staff, on a suivi tous ces joueurs qui évoluent dans les différents championnats, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. On leur a adressé des messages aussi, on les a souvent appelés pour leur témoigner notre soutien, puis le fait qu'on les suive même à distance. Et je dirais que c'est leur performance en club qui a sollicité leur convocation en équipe A. C'est grâce à leur performance, grâce à eux, qu'ils sont là aujourd'hui. Dans une équipe, on doit trouver un bon équilibre. C'est ma philosophie. N'avoir que des jeunes va apporter une certaine joie, une certaine fougue, peut-être un manque d'expérience. Que des anciens va apporter une expérience, mais va manquer peut-être de spontanéité, puisque l'expérience fait qu'on va réfléchir sur certaines choses. La forme, sans expérience et sans fougue et sans talent, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment un mix de tout. Bien sûr, la performance, comme j'ai dit précédemment dans le club, le talent, mais ça je pense qu'en Côte d'Ivoire on n'en manque pas de talent, l'état de forme, l'expérience et la fougue fait que ça doit après bien vivre ensemble. Donc si vous regardez dans ce groupe de joueurs, il y a des jeunes qui n'ont jamais mis encore les pieds en sélection A. Il y a des joueurs qui sont habitués à venir et ils reviennent parce qu'ils me donnent satisfaction dans ce qu'ils font dans le club. Et puis des anciens qui reviennent ou qui restent parce qu'ils apportent une certaine stabilité à l'équipe et un passage de témoin aussi. Donc c'est un mix de tout et j'ai voulu m'attacher aussi les services de joueurs que je connais aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On démarre aujourd'hui lundi, on joue déjà jeudi contre la meilleure équipe au monde actuellement, donc c'est pas évident. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pensé m'entourer de tout un groupe avec des dynamiques différentes, des énergies différentes, en espérant trouver un bon équilibre.
pour être honnête, sincèrement, j'aurais préféré jouer en Afrique contre des équipes africaines, même à l'extérieur, pour déjà montrer aux joueurs que c'est très difficile de voyager en Afrique, d'aller chez nos confrères, c'est pas toujours évident. Ceci étant dit, avec cette épidémie, on avait préparé les matchs de septembre, ça a été annulé au dernier moment. On a été sollicité et on a sollicité aussi des équipes africaines. Mais lorsque j'ai vu que cette pandémie était toujours présente, j'ai préféré dire oui le plus vite possible à des belles équipes. Aujourd'hui, jouer le Japon et la Belgique, c'est un honneur pour nous. Mais effectivement, si on regarde par rapport à nos calendriers, ça aurait été mieux de jouer des équipes africaines. Mais je dis et je répète, ces deux fédérations nous ont proposé de pouvoir avoir tout notre effectif. Ce n'était pas évident de pouvoir faire venir des joueurs qui jouent dans le monde entier. Donc la Belgique, et je remercie la fédération belge, je voulais démarrer l'aventure avec tout le contingent. Quand je dis contingent, c'est les joueurs, mais aussi le staff médical, staff logistique, le staff équipement, le staff technique. Et si on n'avait peut-être pas joué la Belgique, on n'aurait peut-être pas pu avoir tout ce contingent. Donc j'aurais eu la moitié de l'équipe. Démarrer une aventure comme ça, un mois avant des matchs cruciaux, j'ai préféré démarrer cette aventure. Et puis se confronter aujourd'hui à ce qui se fait de mieux au monde, ça nous donne un point de départ. C'est pas évident. On aurait pu se rassurer à jouer des équipes d'un calibre moindre. Mais je dirais qu'on rentre dans le vif du sujet de suite. Les joueurs vont être concentrés, concernés. Et un match de football reste un match de football. Donc jouer la Belgique ou jouer une équipe africaine, pour moi c'est un match de football. Et il faut s'occuper de ce que nous, Côte d'Ivoire, on va faire, on doit faire. Je dirais que le court terme va amener le moyen terme et le long terme. Le court terme, c'est construire un groupe, construire un état d'esprit surtout. Je veux que cette équipe ait une âme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce que j'ai pu dire lorsque j'ai signé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne fait plus peur comme avant. Avant, lorsqu'on savait qu'on allait jouer la Côte d'Ivoire, c'était quasiment, le résultat était connu en avance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne fait plus peur. Donc, c'est ramener cette équipe là où elle doit être, mais ce n'est pas avec des mots, c'est sur le terrain qu'il va falloir le prouver. Donc, construire un groupe, construire une âme qui va, je le souhaite, nous qualifier pour cette Coupe d'Afrique qui arrive au Cameroun. Et puis après, si ce groupe est soudé, je dirais qu'on va être difficile à battre. Donc, mes rêves, je les ai. Est-ce que je dois les dire aujourd'hui? C'est prématuré, mais je rêve grand, j'ai envie d'aller le plus loin possible avec ces éléphants. Donc faire une Coupe d'Afrique. Il y a une Coupe d'Afrique aussi qui arrive en 2023 à la maison. Et puis il y a une Coupe du Monde entre les deux. Donc je rêve de ça, j'ai le droit de rêver grand. On a le droit de rêver grand et c'est le message que je vais insuffler aux joueurs. Alors, selon Patrice Baumel, ce sont les performances des joueurs qui ont favorisé leur sélection. Quand vous regardez la liste des joueurs convoqués, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Allez, Ballo. Oui, en tout cas, oui. On a déjà Maxwell Cornet, qui a été pour moi étincelant durant l'aventure de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, qui a été reconverti même au poste de latéral, qui a su s'adapter à cela. Donc oui, Maxwell Cornet, oui. Il y a d'autres joueurs comme Nicolas Pepe, qui n'est pas tellement titulaire à Arsenal, il faut le reconnaître. Mais sur le peu de temps de jeu, il s'en sort. Il s'en sort avec des buts. La saison passée, je me souviens encore de son magnifique but face à Brighton. Et on a aussi Serge Aurier, une passe décisive, un but récemment avec les Spurs de Tottenham. Un peu en difficulté aussi au niveau de la titularisation, mais qui s'en sort quand même. On a aussi Djouma Saïd, champion donc avec le Koweït Sport, 9 buts en 17 matchs. Et également... Vous êtes en train d'énerver. Vous êtes en train d'énerver Jean-Philippe, là, en fait. Bon, d'ailleurs, vous n'allez pas tous les citer. Voilà. On a bien je vais m'arrêter là. Bon, alors, Jean-Philippe, je vous sens au bord de l'implosion, là. Que se passe-t-il? Non, mais ce sont les arguments, je dirais, politiciens, guillemets, du sélectionneur. Quand on parlait tout à l'heure des équipes nationales, j'ai dit qu'une équipe nationale, elle avait une ossature, un minimum de joueurs, des cadres qui, peu importe les circonstances,
sont appelés en équipe nationale. On a vu, il a cité certains joueurs tout à l'heure. Nicolas Pepe, ce n'est que dernièrement face à Sheffield qu'il a réalisé sa meilleure performance. Il a marqué son premier but. Serge Aurier, depuis le début de la saison, il n'a pas joué. On parle de cette saison. Depuis le début de la saison, il n'a pas joué. Allô? Et il a eu cette performance XXL face à Manchester United. Il me parle de Juma Saïd. Bon, si ce cas, on doit parler de performance, je serais surpris. Je parlerais plutôt de la volonté de l'entraîneur de voir en situation de jeu un nouvel athlète. Voilà. Mais je ne pense pas que les performances de Juma puissent plaider en sa faveur. Parce que quand on regarde les chiffres de Juma Saïd disponibles au niveau de ses prestations, il ne marque pas énormément de buts. 0,5 buts par match. Combien de buts il a marqué en combien de matchs? Oui, justement. Voilà, donnez les chiffres, ne donnez pas les ratios. C'est un bon ratio. Non, je suis désolé, ne donnez pas de ratio. 0,5 buts par match, on l'a rappelé. Si Ne parlez pas tous ensemble, monsieur. Non, je veux juste que Ballon nous dise combien de buts il a Laissez-le parler marqué. alors. Oui, 9 buts en 17 matchs. Merci, 9 buts en 17 Justement, oui, matchs. non, 9 buts en 17 matchs, Merci. mais on regarde le ratio. Merci, Ballon. Le ratio, et on regarde aussi son influence dans le jeu. Dans le championnat du Koweït. Juma Saïd a été influent avec le Koweït Sport, ce qui a permis, il a contribué quand même, on peut lui attribuer cela, contribuer au succès de son équipe, le Koweït Sport. D'accord, j'ai compris. D'accord. Et ensuite, Henri Nicolas Hulot. Pepe, j'aimerais revenir sur Nicolas Pepe quand même, parce qu'il n'a pas été titulaire, on est d'accord, mais on juge aussi la prestation, les différentes prestations de Nicolas Pepe. À chaque fois qu'il est entré en jeu, il a su sortir son épingle du jeu. En tout cas, il a sorti une prestation correcte, à mon sens. D'accord, très Voilà, bien. donc- Henri Jo. Alors, il y a certains joueurs qui sont là pour leur expérience en équipe nationale, notamment Aurier, bon, je le dirais, Bailly, qui n'a pas beaucoup joué avec Manchester United, Wilfried Canon et les autres, hein, même c'est Redier, qui est revenu de sa retraite avec son expérience. Et il y a certains joueurs aussi qui sont là pour leur performance. Voilà, on ne va pas égrener voilà, les performances de tous ces joueurs-là, mais quand on regarde dans l'ensemble, en tout cas pour ce début de saison, ça se passe très bien avec les éléphants. Donc moi, à ce niveau-là, je dirais que oui, c'est vrai, il y a les performances, mais aussi pour d'autres, il y a l'expérience aussi qui a compté. D'accord. Alors, Ibrahim Kamara voulait construire un groupe pour 2023. Bon, il a été remercié avant d'atteindre cet objectif. Patrice Baumel, il l'a dit lui également, il veut construire un groupe. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, eh bien, on laisse la place aux sélectionneurs, on leur donne le temps nécessaire pour construire un groupe performant, Yellow? Non, pour moi, la véritable question, c'est est-ce qu'on laisse quartier libre aux sélectionneurs de pouvoir choisir les joueurs dont ils ont besoin et pour qu'ils puissent bien évidemment jouer. Parce que pour ce que j'ai vu, à peine depuis Troussier jusqu'à Hervé Renard, à peine un entraîneur ou un sélectionneur a fait 3 ans avec notre sélection nationale. C'est-à-dire que à peine on participe à une compétition et que l'équipe rentre à la maison, on met carrément le sélectionneur à la porte. Donc pour moi déjà, on ne laisse pas quartier libre au sélectionneur. Peut-être de choisir ses joueurs et on ne lui laisse pas assez de temps pour pouvoir s'adapter à l'équipe. Oui, Oui, Allô? pour moi, non, pas du tout. On ne laisse pas du tout le temps à nos sélectionneurs parce qu'il y a une pression populaire extraordinaire, surtout en Côte d'Ivoire. On a une pression, une exigence de résultats incroyable. Et même au-delà même de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique. Hein. Les fédérations sont moins patientes envers les sélectionneurs. C'est vrai qu'on ne les laisse pas surtout travailler sur le long terme. Ça, c'est vrai. Jean-Philippe. Moi, je dirais oui, sur la base déjà de celui qui a été cité tout à l'heure, Kamara Ibrahim. Depuis un certain temps, il y a eu une volonté au niveau des instances fédérales de permettre aux sélectionneurs de faire progresser des jeunes joueurs jusqu'à atteindre une certaine plénitude et se retrouver au niveau de l'équipe A. On a eu le cas de Franck Kessié qui sont partis de... Je dis qu'ils sont parce qu'il n'est pas le seul, partis des équipes de jeunes, de l'équipe de sélection nationale pour se retrouver aujourd'hui en A pour être de véritables métronomes. Tout dépend tout simplement des objectifs, tout dépend également de la conjoncture de la sélection nationale. Vous pouvez arriver avec une génération dorée, comme celle qu'on a connue avec les académiciens. On ne va pas demander aux sélectionneurs de bâtir une équipe, parce qu'on a déjà la base, et vous pouvez arriver où il y a une équipe qui, je dirais, est en déclin, avec la fin des académiciens, où on dit aux sélectionneurs, là, il faut repartir sur un nouveau projet. Donc moi, à mon sens, en fonction de la conjoncture, je dirais oui. D'accord. Rapidement, on va parler du cas Maxwell Cornet, puisqu'on sait qu'à Lyon, il joue latéral gauche. Dans la sélection, vous le voyez où? En défense, en attaque? Ah, ça serait compliqué hein, de prédire cela, parce que déjà, quand on regarde au niveau des latéraux sur cette liste, il n'y a que Ghislain Coran qui est un latéral gauche de métier. C'est vrai, Wilfried Canon peut dépanner à ce poste,
Mais c'est seul Ghislain Conan. Donc, moi, peut-être, je le vois. Au cas où Ghislain Conan peut-être serait blessé ou aurait un bobo dans cette préparation, Marcel Koné pourrait glisser. Mais je ne pourrais pas prédire que voilà, le Lyonnais ira sur ce côté-là. Non, juste pour noter que lors de la dernière rencontre entre Lyon et l'Olympique de Marseille, il a joué à son poste normal, celui d'ailier gauche. D'accord, très bien. Allez, et puis rapidement, le brassard, à qui? Allez, qui se lance? Moi, je dirais Serge Aurier. Aurier pour vous? Aurier. Oui. Pareil, Serge Aurier. OK. Sérédier. OK. Bon, eh bien, wait and see, comme on dit. Allez, on va enchaîner, on va glisser tout de suite sur les finales NBA. Hein, les Lakers proches du titre en battant les Miami Heat lors du match 4 des finales NBA 96-102. Eh bien, les Lakers ne sont plus qu'à une victoire du titre. Alors, est-ce que les Lakers vous semblent intouchables dans ces finales, Henri Jo? Intouchable, j'irai avec les freins en main parce que déjà le match 4 a été remporté par les Lakers, mais ça a été très, très disputé entre ces deux franchises. Les Lakers doivent cette victoire, je dirais, à l'expérience de ces joueurs, notamment Rondo, Davis, James et les autres KCP qui ont vraiment été très intéressants dans ce match, d'où cette victoire-là. Mais quand on revient un peu au match 3 où Miami l'a remporté, on a vu une bonne équipe de Miami, notamment avec un Jimmy Butler stratosphérique qui a planté 40 points et qui a permis à cette équipe de pouvoir regarder droit dans les yeux les Lakers. On n'oublie pas aussi la révélation de ces playoffs au niveau de cette équipe de Miami, Taylor Hero, qui lui aussi a été très intéressant. Donc, je dirais intouchable. Non, parce qu'à des moments, Miami, quand même, arrive à rivaliser avec cette équipe de Los Angeles. Ouais, pour moi, intouchable, hein, parce qu'en termes de duo, surtout avec Anthony Davis et LeBron James, on parle du meilleur duo, du plus grand duo depuis Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. C'est grandiose et surtout, ils sont en moyenne. Ils tournent en moyenne à plus de 30 points. 30 points par match dans ces finales-là. Donc, ils sont influents. Ils combinent sur 60 points inscrits par les Lakers. Donc, on parle d'un véritable duo, d'un rouleau compresseur James, Anthony Davis. Alors qu'en face, on a Bam Adebayo qui est diminué, qui a raté le match 2, le match 3, qui est revenu sur le match 4, mais assez diminué. Et également, on a Goran Dragic qui est l'absent de cette finale. Donc, le Heat me paraît assez diminué pour faire face à la machine Anthony Davis et LeBron James. Et on va terminer donc avec notre question fil rouge. Miami peut-il revenir dans la partie? Et on va commencer avec un commentaire qu'on va chercher là sur la page Facebook de la 3. Puis le commentaire de Patrick Messou qui dit « C'est une mission très difficile pour Miami avec la blessure de Dragic qui était un élément très important du collectif et qui leur manque beaucoup. Butler ne peut pas toujours tout faire. » OK. Henri Jo, qu'est-ce que vous en pensez? Non, tout est possible au sport. Hein. Tout est possible au sport. Nous avons vu l'équipe de Denver à 2 reprises revenir après avoir été menée 3-1 dans la série, notamment face à Utah et face aux Clippers. Donc, tout est possible dans le sport. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons, c'est vrai, je disais que cette équipe de Miami est capable quand même, à des moments, de rivaliser avec les Lakers, mais non seulement avec le score et avec les deux hommes en face, notamment James et Davis, qui surtout arrivent à très bien défendre. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour Miami de revenir. Donc, peut-être, je dirais que les Lakers sont en phase de remporter le 17e titre. D'accord. Ballot? Non, en tout cas, les Lakers sont favoris pour moi, archi favoris. Et on attend de voir le résultat. Une nouvelle réaction sur la page Facebook de la 3. La réaction de Yannick Fofana qui dit « Pour que Miami revienne, Jimmy Butler doit être au même niveau que lors du match 3, triple-double, à plus de 40 points, et ce sur les 3 matchs à venir, ce qui est pratiquement impossible. » D'accord. Vous êtes d'accord? Ça, c'est vrai. Hein. Parce que pour aligner une telle performance, il faut vraiment être... mais il peut le faire. Penser, ouais. Il peut le faire. Mais derrière, est-ce qu'il aura des lieutenants capables de l'accompagner tout au long de ces matchs à venir? C'est vrai, le jeune Taylor Hero arrive à se surpasser par moments. Même dans le match 4, il a été très intéressant pour un rookie. Il a vraiment existé dans ce match. Mais derrière, les Joe Crowder et autres, souvent, n'arrivent pas à être au niveau, à être performant dans ces matchs-là. Donc, ça sera difficile. C'est vrai, peut-être
si on a un Jimmy Butler, je dirais XXL derrière, il faudra des joueurs capables de l'accompagner dans ces différentes performances. Oui, Henri Joa a noté un point très important, des lieutenants autour des stars. C'est ce qui fait la différence très souvent en NBA. Quand on prend les Golden State Warriors qui ont réussi grâce à Stephen Curry et même Kevin Durant, il y avait des lieutenants, des Klay Thompson autour qui apportaient leur pierre à l'édifice. Alors que du côté de Miami Heat, Jimmy Butler semble être très intéressant, mais s'il n'y a pas véritablement de lieutenant, s'il n'y a pas une véritable cohésion de l'équipe autour de lui, ça va véritablement chauffer parce qu'en face, c'est vraiment... il y a un rouleau compresseur incroyable. Une nouvelle réaction sur la page Facebook. La réaction de Nguesson Emmanuel Elton qui dit « Salut la team, je pense que ce sera une mission impossible pour le Miami Heat car les Lakers sont on fire avec le duo LeBron Davis en tête et Dragic blessé. Adebayo qui n'est pas à 100%, Butler seul ne peut pas. Ça sent les Bucks pour Los Angeles. Mais oui. Ça sent quoi? Vous avez dit quoi? Allez-y, allez-y. Ça sent la bague. Ça sent la bague. C'est laid. Ça sent une nouvelle bague. Oui, une nouvelle bague. Moi, je pense que c'est une rencontre, la rencontre 5, qui va se jouer surtout au mental. Parce que les Lakers ont avec eux tout simplement la grosse confiance. Et ils étaient déjà partis en play-off avec l'idée de remporter ce titre en l'honneur de Kobe Bryant. Et rien que cela, ça les motive encore plus. Du côté des Miami Heat, on sait tous que déjà au niveau du match 1 de la finale, avec l'hécatombe de blessures qu'il y a eu, l'équipe allait avoir du mal à se remettre dans le jeu. Ils sont revenus à 2-1. On s'est dit, voilà, Miami peut réaliser une très grande performance. Mais je me demande aujourd'hui, au vu de cette rencontre qui a eu lieu, si ce n'était pas une stratégie des Lakers de se reposer. Parce qu'on ne peut pas enchaîner également autant de performances. Et c'est rare de voir un 4-0 au niveau de la NBA en finale. Et ils sont revenus rapidement pour saper encore le moral des Miami Heat. On verra ce que ça va donner lors de la rencontre 5. Mais attention, ça risque d'être un tournant. Parce qu'en cas de victoire des Miami Heat, je sens que du côté des Lakers, un petit doute risque de s'installer. D'accord. Eh bien, écoutez, on aura la réponse lors du match 5 qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Et on sera là. Forcément. Henri Jo. Et Henri Jo ne dort pas pour vous ramener de très très belles images. Ben voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc cette finale entre les Lakers et Miami Heat. Eh bien, ça y est, il est déjà l'heure de rendre l'antenne. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci, en tout cas, à la grande team. Merci à notre invité, Paul Yao, donc le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de basketball, qui était avec nous et qui nous a tout raconté, il n'a rien caché. Et vraiment, on le remercie. On va se reposer et revenir très, très, très en forme demain. Donc, on vous donne rendez-vous à 20h30. Oui, demain, sur la 3. Passez une bonne soirée et reposez-vous bien. Bisous, bisous. Bye bye.